Nous étudierons aujourd'hui quelles sont les clés d'une gestion de parc automobile efficace. Donc nous aborderons ce thème en plusieurs points essentiels. Nous étudierons dans un premier temps quels sont les indicateurs à suivre, puis comment les prix des loueurs sont fixés, et nous conclurons sur les outils nécessaires à un gestionnaire de parc automobile. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Aurélie Carayon, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante spécialisée en véhicules d'entreprise et en gestion de flotte. Oui. Vous avez évoqué lors de modules précédents l'optimisation du coût de son parc automobile et également les différents modes de financement possibles pour gérer sa flotte. Donc aujourd'hui, par rapport au sujet de la gestion du parc automobile, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les indicateurs de suivi permanent pour un gestionnaire de parc? Absolument. Donc c'est vrai qu'il y a des indicateurs qui sont communs aux différents modes de financement qu'on a pu voir dans le module précédent, qui sont par exemple de dire je vais mettre en concurrence mes fournisseurs et je vais retenir la meilleure offre, ce qui est déjà intéressant, ce qui est déjà bien dans la démarche achat, mais ce qui va ne pas être suffisant puisque finalement est-ce que cette offre qui est la moins chère est pour autant pertinente? Deuxième point qu'on va pouvoir également valider, suivre au niveau indicateur, qui peut être valable sur tous les modes de financement, c'est de suivre les économies. C'est-à-dire de dire le véhicule précédent, je vais le restituer ou le revendre, je vais acquérir ou louer un nouveau véhicule pour le remplacer et je compare les prix finalement d'il y a 3 ans au prix d'aujourd'hui sur le même véhicule. Ça, c'est intéressant de le regarder. Alors certes, vous allez me dire, les prix des véhicules bougent 3 fois par an, donc notamment sur 3 ans de contrat, ils ne vont pas être sur la même base. Vous avez raison, il est important de remettre sur cette même base avec un certain nombre de ratios, mais ça permet quand même de voir notre potentiel de négociation en interne en tant que chef d'entreprise. Ensuite, il y a des indicateurs qui sont plus liés à la location longue durée, qui vont être par exemple de faire le calcul financier de la marge du loueur. Finalement, on a une offre de notre loueur. Comment savoir quelle est la marge du loueur? Comment est-ce que le loueur fait son calcul? Donc ça, on va le voir dans la deuxième partie, mais surtout, comment je peux calculer cette marge? Alors pour cela, ça va dépendre de la transparence qu'on a demandé au préalable à notre loueur. Si on lui a demandé d'indiquer sur ses offres de façon systématique le taux financier, la remise appliquée par le constructeur et la valeur résiduelle à laquelle il parie revendre le véhicule au terme du contrat, on va pouvoir sur une calculette financière standard, refaire le calcul du loyer et par conséquent recalculer la valeur à financer qui intègre la marge du loueur. C'est pertinent de le faire de façon ponctuelle, mais de façon quand même assez récurrente pour pouvoir voir si, suite à un appel d'offres, il va marger beaucoup moins, mais est-ce que 2 ans après l'appel d'offres, il va être toujours aussi pertinent? Est-ce qu'il ne va pas gonfler un petit peu sa marge? Pareil, quand on fait un avenant au contrat, quand on modifie la durée ou le kilométrage en cours de route sur une vie de contrat de 3 ou 4 ans, il peut également prendre un petit peu de marge à ce moment-là. Si on a les éléments financiers au départ, et si on maîtrise le calcul financier, on va pouvoir également impacter et calculer, voir comment se positionne le prix qu'il nous présente. Alors justement, comme vous l'avez évoqué, comment détermine-t-il son prix? Alors aujourd'hui, je parle du loueur. Oui, absolument. Aujourd'hui, en fait, le loueur va intégrer un certain nombre de critères pour pouvoir arriver finalement à son prix. Il va y avoir tout d'abord le prix catalogue du véhicule, sur lequel on va appliquer une remise constructeur, donc qui va être. Alors sur cette remise, on peut la négocier. On peut négocier ce qu'on appelle des tripartites, donc des relations de remise négociées entre le constructeur, le loueur et le client. On va pouvoir également anticiper les hausses constructeurs en disant attention, dans 3 mois, Peugeot augmente ses prix, j'ai 5 Peugeot à commander, je vais les commander avant. Je vais donc anticiper pour que cette remise reste pertinente et que le prix catalogue n'augmente pas proportionnellement. Ça peut aussi être d'essayer de grouper les volumes, de massifier finalement pour pouvoir négocier des remises complémentaires de façon ponctuelle. Donc il va y avoir ce premier bloc qui est la valeur finalement à financer du véhicule. Le deuxième bloc important, ça va être la valeur résiduelle, c'est-à-dire donc ce fameux montant auquel il pense revendre le véhicule au terme du contrat. Cette valeur résiduelle, finalement, vous allez me dire oui, mais bon, il le fixe, c'est lié au marché de l'occasion, je ne vois pas comment je peux aujourd'hui agir dessus. En fait, on va pouvoir agir dessus d'une manière très simple, c'est déjà en regardant le ratio valeur résiduelle sur prix catalogue avec option du véhicule. Si on remarque que ce ratio est défaillant, donc que la valeur résiduelle est très mauvaise par rapport au prix du véhicule, ça signifie quoi? Ça signifie que le loueur n'a pas envie aujourd'hui de louer ce véhicule parce qu'il sait que c'est un véhicule qui se revendra très mal sur le marché de l'occasion. Donc,
ça va définir notre choix du catalogue véhicule dans notre politique. On va dire, ce véhicule-là, on va le sortir de la flotte, on ne va pas le sélectionner finalement dans notre car policy parce que il est mauvais au niveau de sa valeur résiduelle, les loueurs n'en veulent pas, du coup mes loyers proportionnellement, en fonction de la VR, c'est les vases communicants, mon loyer va du coup être très élevé. On peut également agir sur tout ce qui est options. C'est-à-dire que sur le marché de l'occasion, les véhicules qui se revendent le mieux aujourd'hui sont les véhicules qui ont des radars de recul, des régulateurs de vitesse, qui ont des GPS. Donc ce sont des options qui au départ paraissent coûteuses, mais qui finalement lissées sur un financement, puisqu'ils favorisent la valeur résiduelle, permettent un loyer qui est pertinent. Et donc, est-ce qu'on peut justement négocier sur d'autres critères? Par exemple, si on est en location, on va fixer un nombre de kilométrages maximum. Est-ce qu'on peut essayer justement de négocier le plus de kilométrages possible, sachant qu'on ne va pas les faire et donc augmenter par la suite la valeur résiduelle ou... Alors, sur le système de location longue durée, on part sur un kilométrage fixe au contrat. Donc, on ne peut pas demander par exemple un kilométrage illimité comme on peut le faire en téléphonie où on est en consommation illimitée. Par contre, on peut négocier un certain nombre de clauses contractuelles pour justement s'affranchir en fin de contrat de ces kilométrages excédentaires qui seraient facturés. Donc c'est des systèmes de franchise kilométrique, par exemple, qui peuvent nous accompagner à cerner ce problème. Mais à l'inverse, si on n'a pas atteint justement le nombre de kilomètres sur lequel on s'était engagé, est-ce qu'on peut avoir une amélioration, je dirais, de la base résiduelle? Alors là, il s'agit vraiment d'avoir un gestionnaire de parc qui va suivre son parc, suivre les kilométrages de façon régulière, alors pas tous les mois, ça sert à rien, mais au moins 2 fois par an, de faire un vrai relevé kilométrique, ne pas se baser sur les relevés de carte carburant qui sont souvent erronés, parce qu'on n'a pas regardé le compteur, on note un kilométrage sur la borne qui n'est pas le bon, donc vraiment faire une vraie saisie kilométrique auprès des collaborateurs pour du coup pouvoir, avant la fin du contrat, anticiper et négocier un avenant, une modification de contrat si besoin était. En sachant que là encore sur les avenants, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a les éléments financiers, on va pouvoir vérifier la pertinence, qu'on ne peut pas forcément avoir si on n'a pas l'intégralité des éléments. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on peut aussi mettre en place, par exemple des systèmes de matrice auprès des loueurs, où on va, au début du contrat, avoir tous les couples durée-kilomètre avec les loyers correspondants. Donc, on sait systématiquement, si on ajuste le contrat, quel est le loyer qu'il va y avoir, puisqu'on se base sur les paramètres initiaux du contrat. Tout ça, ça fait partie des cahiers des charges quand on fait un appel d'offres, finalement. Alors finalement, quels sont les outils nécessaires à un bon gestionnaire de flotte pour arriver justement à suivre tous ces fameux indicateurs? Alors les outils essentiels, c'est d'abord d'écrire une politique véhicule, que la car policy soit très précise. Quels sont les véhicules, par typologie de collaborateurs, quelles marques sont autorisées, quelles options, quels équipements, valider le mode de financement pour être vraiment pertinent, connaître tous les indicateurs dont on a parlé, il y a un certain nombre de ratios qu'on peut ajouter qui sont pertinents également à regarder, et puis avoir cette vision en coût complet par véhicule pour en sortir finalement les véhicules qui vont être à conserver en flotte et ceux qu'il va falloir sortir parce qu'ils sont mauvais financièrement et qu'ils ne vont pas apporter un plus, alors peut-être un plus produit pour les collaborateurs, mais en tout cas pas un plus économique à l'entreprise. Et puis enfin, il y a également tous les outils Excel. Alors sur un parc en dessous de 200-300 voitures, on peut suivre le parc sur Excel. Si on est un bon informaticien, il y a plein de choses qui peuvent être faites sans forcément investir dans des outils de gestion complexes. Au-dessus, il est pertinent d'aller chercher l'outil de gestion qui va permettre de remonter toute la facturation, d'avoir toutes les alertes qui ressortent. Ça prend tellement de temps qu'il faut effectivement se poser cette question. Ou alors, si ça prend trop de temps, d'externaliser cette prestation. Pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil pratique à donner à nos auditeurs sur le sujet ? Je dirais qu'un gestionnaire de parc, pour qu'il soit pertinent, doit suivre tous ces éléments-là et c'est en suivant les bons indicateurs, en ayant un suivi cohérent de son état de parc, de ses véhicules, de ses financements, qu'il va pouvoir du coup vendre les produits à la fois auprès de ses collaborateurs, auprès des conducteurs pour répondre à leurs interrogations éventuelles, mais aussi vendre sa performance économique et ses négociations contractuelles auprès de sa direction et avoir un relationnel performant par rapport à ses fournisseurs. Aurélie Carayon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous.